Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit Geoffrey Spénaud qui réalise depuis 2013 un ensemble de portraits documentaires intitulé La parole aux morts. Salut Geoffrey. Bonjour Juliette. Alors, dans La parole aux morts, tu recueilles la parole de personnes de ton entourage qui évoquent leur rapport à la mort. Pour commencer, pourquoi convier tes proches pour parler de ce sujet? Ce qui prédominait, je pense, plus que de faire parler des personnes de leur rapport à la mort, c'est véritablement d'entendre des amis sur ce qu'ils avaient à dire sur le sujet. Frustré que ce soit après quelques décès dans ma famille, frustré que ce soit finalement un tabou, et j'avais beau le savoir, ça m'a frappé de voir à quel point c'était passé sous silence, alors que je n'avais pas qu'une envie à ce moment-là. J'ai perdu mon frère notamment, ça a été le décès le plus marquant, on va dire, enfin, pas, enfin si, le plus douloureux, en 2012, et que j'avais pas envie de parler que de ça, mais il y a un moment donné où c'était tellement passé sous silence que ça en devenait plus gros que ce que c'était. Et puis voilà, j'ai eu envie d'étudier en cinéma. Alors c'était concomitant, mais finalement je ne sais pas trop ce qui m'a poussé à faire ces films, mais je crois que j'avais vraiment envie de garder des traces, et garder des traces de gens que j'aime d'abord. Donc il ne s'agissait pas de faire un casting de personnes qui avaient des choses soi-disant intéressantes à dire sur le sujet, mais filmer des gens que j'aime déjà. Et avec comme prétexte de leur faire parler de ça, ça me semblait tellement important et, je sais pas, vrai comme sujet que oui, oui, voilà. Tu vois un peu ton geste cinématographique comme une archive du coup? Je pense que c'est ce que c'est, de toute façon, mais je sais pas si je l'ai. Oui, il y a de ça au début. Je pense qu'il y avait vraiment la volonté, effectivement, de garder une trace. En effet, et je le voyais pas comme un geste cinématographique. J'en ai un petit peu parlé hier à l'échange après la projection. C'est vrai que c'était difficile en étant étudiant en cinéma, théorie, dont je suis vraiment ravi de ces études, mais il y a un moment donné où ça inhibe aussi. On se dit, mais enfin, où est ma légitimité à faire des images avec toutes les convictions qu'on a sur le montage, sur la photo, sur ce que c'est que le cinéma, ce que ce n'est pas que le cinéma. Donc on vient aussi après de nombreux réalisatrices, réalisateurs qui ont fait des choses extraordinaires. Donc j'ai gardé ça un petit peu secret pendant longtemps. Et puis j'ai changé surtout de dispositif, puisqu'au début je filmais une conversation, un flux de conversation. Et après, donc ça c'était entre 2013 et 2016. Et en 2017, la voix du montage ne se faisait pas. Ça devait être un seul film, avec des surimpressions, multipliant les portraits qui se croisaient. Puis c'était vulgaire, en fait, ça ne marchait pas. Donc j'ai décidé de reprendre sur un autre dispositif en 2017, en posant une question et laissant monologuer la personne, sans l'interrompre, jamais. Donc j'avais comme ça 6-8 questions qui étaient potentiellement posées, que je donnais à chaque personne, et puis on partait, souvent en s'enfonçant dans la nuit, puisque c'était le soir. Et voilà. Et justement, j'allais dire, quand on regarde ces différents épisodes, nous, en tant que spectatrices, on a l'impression que tu leur poses aucune question. Les invités, ils parlent seuls face à la caméra. Il y a parfois des silences, des moments de réflexion qui sont assez forts. Et comment ça se passe sur le tournage? Tu disais, tu poses qu'une seule question et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, il se passe plein de choses hors champ et hors montage, mais bah, on passe une soirée simplement chez la personne. Enfin, pas toujours, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas disponibles le soir, donc on l'a fait l'après-midi. Mais je tenais quand même à ce que ça se fasse dans la nuit, parce qu'il n'y a plus de rendez-vous aussi. Une fois qu'on a dîné, jusqu'à 7h, 8h du matin, normalement, on n'a plus de rendez-vous. Donc on rentre dans un temps, on sort du temps un peu comptable. Euh, Par un mauvais jeu de mots, je sais pas, comptable, COMP. Et puis on rentre dans un temps un peu plus comptable au sens du compte, quoi, je sais pas. Et bah, on prend rendez-vous, il faut le temps de s'installer. Comme je filme tout seul, c'est vraiment très très dur, parce que du coup j'ai le son et l'image à gérer, donc ça n'a pas toujours été facile. Euh,
on mange quelque chose et puis on plonge. Et ensuite, entre chaque... je pose ma question, la personne monologue, on se fait un signe à un moment donné sans précipiter la fin pour que ça me facilite le montage, donc il y a des petits trucs. Et puis on met fin d'un commun accord d'un signe de tête. Et donc je retire au montage euh, en amont les petits balbutiements, ma question évidemment, et puis en aval. Et l'idée c'était de tout garder en tout cas ce flot de paroles, comme tu dis, y compris les silences, repartir sur une question que je silencie par un carton de 4 secondes, parce que la question c'était pas de m'entendre. Et puis il y a quelque chose aussi d'un point de vue dramaturgique où c'est bien, je pense, de plonger dans la pensée de quelqu'un en cours sans savoir quelle a été la question derrière. Et c'est quelque chose qui renvoyait aussi à une pratique journalistique qui était pas la nature du projet que je voulais avoir à cet endroit-là. Tout à l'heure, on parlait du projet qui a évolué. Tu disais que tu as hésité à faire un film, que c'était finalement un peu trop vulgaire. Du coup, tu as choisi ce format d'épisode dès le départ ou un petit peu après? Pourquoi sectionner comme ça le film par épisode? Mais c'est très bizarre parce que c'est un truc un peu, je sais pas, que je détestais entendre avant. Je l'ai trouvé un peu superficiel ou ça sonnait un peu faux, mais ce truc de la forme m'a trouvé. Je... Pendant 5 ans, je savais pas ce que ça allait être. J'ai filmé en accumulant. Et puis finalement, je me suis dit, mais ça doit être le plus simple possible. Pour des raisons esthétiques, pour des raisons aussi éthiques, parce qu'il me semblait que faire des effets de montage sur des personnes entre elles qui se parlent de la mort et qui du coup se répondent, c'était moche. Ça allait être quelque chose qui me ressemble pas du tout, qui leur ressemble pas non plus. Ça allait produire du rire, ça allait produire des choses qui sonnaient un peu fausses. Et du coup, rendre justice aussi à ces personnes et leurs paroles, c'était leur consacrer un portrait à chacun, chacune. C'était plus simple. Et esthétiquement, donc tu as choisi de répéter ce processus, hein, un format où les invités donc sont assis face à la caméra, plutôt dans un environnement personnel. Et je me posais la question, pourquoi tu as choisi le noir et blanc? Je pense que c'est pas. Il y a plusieurs choses. Je pense que je voulais déréaliser un petit peu ces films parce que c'est du documentaire. On l'a dit tout à l'heure, du documentaire très document au sens le plus strict, archive. Mais c'est pas non plus de l'entretien ou de l'interview. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. La réalité, en tout cas aujourd'hui, telle qu'elle est perçue, c'est celle de la couleur. Les réseaux sociaux, la télévision, etc. Alors qu'il y a une époque où justement la réalité pour les personnes c'était le noir et blanc, et quand la couleur est arrivée, ils disaient mais c'est vraiment farfelu et c'est pas du tout la réalité. Donc je pense déréaliser, et puis aussi le noir et blanc permettait de les sublimer, je crois, sublimer les visages, de ne pas distraire aussi le regard, de se concentrer sur la parole. Et peut-être que s'il y a je ne sais pas si on peut un peu délirer et puis sortir de cette parole. Je voulais pas que ça se fasse à l'endroit d'objets de couleur, parce que j'aime bien le cinéma de couleur aussi quand celles-ci ont des significations. Les couleurs ont des significations dans le chant. Et puis ça permettait, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est la raison principale, d'unifier aussi l'ensemble des portraits. Voilà. Dans La parole aux morts, quand on regarde ce film, ces épisodes, ça nous amène quand même à se poser des questions existentielles. On a tous peur de la mort, on essaye de la nier jusqu'à ce qu'elle arrive, et je trouve qu'elle fait aussi partie de la vie. Et je me demandais justement, est-ce que tes épisodes cherchent aussi à ouvrir un débat sur ce sujet tabou? Ben, je ne sais pas s'il le cherche. Au début, je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Regarder, prendre à témoin, en tout cas, ça c'est sûr que je voulais qu'il y ait quelque chose de partageable avec peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, si potentiellement, en tout cas potentiellement tout le monde, et que ça puisse trouver des échos chez des personnes. Ensuite, après, l'intention ne va pas. Pardon, j'ai perdu le fil de ta question, excuse-moi. Est-ce que tes épisodes cherchent vraiment à ouvrir le débat sur ce sujet Hmm. tabou qu'est la mort? Je pense que,
en tout cas, sans le chercher, ça arrive. Ça arrive lors des tournages, parce que les personnes, évidemment, sont très anxieuses à l'idée de le faire. De parler de la mort, c'est quand même très particulier, de se faire filmer en plus. Et en fait, c'était fou de voir à quel point, après le tournage, et ensuite, par des textos, des appels, et on continue encore à en parler, à quel point elles m'ont toutes dit, sans exception, ça a été génial, ça m'a fait du bien. Il y a une personne dans les 30 portraits qui m'a demandé à y participer. Je me suis dit, ben, ça tombe bien, puisque je comptais te demander. Mais en tout cas, c'est de fait ce qui arrive aussi en salle et lors des diffusions qu'il y a eu dans des cinémas ou en ligne, il y a des personnes qui m'ont écrite ou qui partagent ça, oui. Question un peu plus cinématographique. Pour toi, quel lien y a-t-il, quel lien il y a entre le cinéma et la mort? Alors, énormément. Euh, hmm, c'est difficile, c'est tellement vaste que bah, déjà toutes les personnes filmées, je crois que c'est René qui a dit ça un peu avant de mourir, mais que le cinéma est un grand cimetière, puisque c'est que des personnes décédées qu'on voit à l'écran ou qui vont l'être à un moment donné. Et ça, c'est très fort. Il y a plein de liens entre le cinéma et la mort, ne serait-ce que... Je crois que c'est Edgar Morin qui dit ça aussi, qu'en fait, il y a un début et une fin à un film. Donc ça nous ramène à ça, forcément. Euh, un cycle, quoi. Il y a une histoire, et puis voilà, donc un développement, et puis une naissance, une mort. Oh, j'ai l'impression de dire des choses un peu banales et éculées, mais en philosophie, enfin voilà, qui ramène à des questions esthétiques de cinéma, il y aurait évidemment plein de choses à dire que j'ai oubliées, pardon. Aucun souci. Depuis 2013, tu as tourné une trentaine de portraits, trentaine d'épisodes pour ton projet La parole aux morts. Pourquoi tu as choisi de montrer celui de Selim en particulier cette année au festival? Mais c'est pas tant moi qui ai choisi de montrer ce film, parce que c'est vrai que j'aime pas m'auto-programmer. Après, c'est vrai qu'il faut amener les programmatrices à circuler dans ce projet, qui est difficile à appréhender. Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une série avec une continuité dramaturgique? C'est-à-dire qu'il faut voir tous les épisodes pour... non, chaque portrait est indépendant. Alors, il y a des durées différentes. C'est pour ça que c'est pas produit, hein, d'ailleurs. Euh, et que enfin voilà, ça n'a pas trouvé de financement, parce que ça rentre pas du tout dans les formats de commission, de financement ou quoi. Mais en tout cas, je m'auto-programme pas. En revanche, ce que je pouvais faire, c'est en présélectionner 5. Et donc, Saskia Corlou et Marie-France Aubert ont vu les 5 et ont choisi celui de Célim. Et voilà, j'étais ravie que ce soit le sien et qu'il puisse en discuter et rencontrer le public aussi. Geoffrey, tu n'es pas seulement cinéaste. Là, on a beaucoup parlé de ton grand projet La parole aux morts. Tu es aussi critique de cinéma pour Diacritique, Réplique, il me semble aussi. Tu as participé aussi à l'Esprit critique sur Mediapart. On te connaît aussi en tant que programmateur pour les festivals écran documentaire et surtout en temps réel. Et un petit peu pour le FIFAM aussi. Et pour quelques salles indépendantes, La Clé, l'Archipel ou le Vidéodrome 2 à Marseille. C'est quoi ton approche du cinéma? Là, j'écris plus vraiment depuis le confinement, on va dire, parce que j'ai perdu un petit peu de foi en l'écriture. J'avais plus grand-chose à dire. J'avais une écriture critique vraiment très douloureuse. Euh, donc j'écris plus depuis Diacritique depuis quelques temps. Ça s'est continué avec Images de la culture, en effet. Puis j'étais ravi de continuer de façon orale à la radio sous forme de débat, effectivement, dans l'esprit critique de Mediapart, mais c'était en remplacement. Mais je pense que bon, quand on a été critique 8 ans, je pense on reste alerte, on reste mobilisable sur les œuvres, et c'est une position en fait de tous les jours, je pense, d'être critique au-delà de l'écriture. Et puis la programmation, effectivement, je coprogramme aux écrans documentaires d'Arcueil. C'est un festival de premier et deuxième film documentaire depuis 5 ans. Je suis directeur artistique de En temps réel, qui est un festival de nouvelles formes documentaires. Et puis, effectivement, des programmations indépendantes. Mon approche du cinéma, j'ai pas de dogme, sauf peut-être en éthique, de plus en plus. Peut-être que
Je suis de plus en plus vigilant à qui filme qui, comment, avec quel rapport de pouvoir. Ça, c'est hyper important. Filmer des personnes fragiles, filmer des personnes, les personnes. Je peux plus voir des personnes du Nord aller filmer des personnes du Sud, par exemple. Euh, Même si c'est dit dans leur démarche, etc., ça suffit. Des personnes cis qui filment des personnes trans, ça suffit. Tout ça, on n'en peut plus. Donc ça, en tant que sélectionneur, programmateur, j'y suis extrêmement vigilant. Là où je peux... moi, je m'enthousiasme sur toutes les formes filmiques, mais aussi sur des démarches de filmeurs, filmeuses. Et là où je peux peut-être agir, ça fait partie, puisque tu me poses la question de mon approche du cinéma, cette dimension-là, au-delà de ce que sont les films, je pense qu'elle compte de plus en plus. Qui fait les films, comment? Et quand on compose un jury, on invite des femmes, on invite des personnes racisées, on invite des personnes LGBTQI+, d'abord, des personnes handy. Euh, à l'endroit de mon ciné-club aussi, j'ai un ciné-club à l'Archipel maintenant qui s'appelle Mirage de la Vie. Voilà, j'ai dit à la coprogrammatrice Margot Merzouk, que je remercie encore d'ailleurs, euh, bah oui, en fait, on va, pour éviter les problèmes, on va éviter un maximum d'inviter des mecs hétéros cis blancs. Voilà, je veux des femmes, je veux des personnes LGBTQI+, des personnes noires, des personnes racisées, des personnes qui savent de quoi elles parlent aussi. Voilà, l'expérience, elle est évidemment nécessaire, mais pas suffisante. Mais en tout cas, maximiser, maximiser ce genre de démarche. Après, sur les formes filmiques, moi, je m'enthousiasme pour tout ce qui est sincère. Je vais de plus en plus vers la simplicité aussi. J'aime pas les trucs trop grandiloquents, à moins que ce soit vraiment un blockbuster. Et là, le côté popcorn, je l'adore aussi. Mais voilà, je prends du plaisir partout à partir du moment où il y a une proposition cinématographique. Oui, donc ta casquette de programmateur, elle est quand même très importante et engagée aussi. Elle fait partie d'un geste politique. Et justement, l'année dernière, tu avais programmé pardon, une section qui s'appelait Gay Romcom. Elle a été présentée donc au FIFAM et représentée au Vidéodrome 2 à Marseille et à l'Archipel cette année, en 2024. Qu'est-ce que tu voulais montrer à travers cette programmation? Hmm, une cinéphilie, je crois déjà, qui était même pas légitime pour moi. On en a parlé avec la directrice artistique Marie-France. Je lui dis non, mais on voulait partir sur un cinéaste rare et puis ça s'est pas fait. Puis elle me dit bon ben là, dans l'urgence, faut trouver autre chose. Je lui dis mais ben il y a ça, mais non, mais tout le monde les a vus ces films en fait. Et puis en plus c'est de la comédie romantique, donc ça va être déconsidéré par la cinéphilie. Et en fait, j'ai découvert, en faisant cette programmation, j'ai découvert que non seulement mes amis PD avaient pas vu ces films-là, alors que je pensais que c'était une évidence, et pas condescendamment, mais juste, ouais, je pensais que vous les aviez vus et que c'était facile. Mais en fait, les films n'étaient pas si faciles d'accès que ça. Et puis on a voulu composer quelque chose quand même avec ces 4 films. Alors c'était très limitant, 4 films, parce qu'il y a d'autres choses, mais il y avait une progression, il y avait une espèce de comédie romantique comme ça, un petit peu pure, entre guillemets, qui se rapprocherait du genre hétéro, on va dire, c'est I Think I Do, qui est, voilà. Ensuite, il y avait Jeffrey qui commence quand même à aborder la question du VIH-Sida en en faisant une comédie, ce qui est quand même assez difficile, et le film est bouleversant et très drôle à la fois. Touch of Pink, où là, il y avait la question quand même d'être racisé dans un contexte blanc et dans un couple avec une personne racisée et une personne blanche. Donc, très fort pour 2004. Les autres étaient des années 90, celui-ci 2004. Et puis, B-Boy Blues, où là, il y a un casting 100% noir. Le film de Jussie Smollett qui est bouleversant aussi, quoi. Donc il y avait aussi cette volonté naviguer dans le genre aussi en termes de représentation et de questionnement minoritaire à l'intérieur de la minorité, entre guillemets. Geoffrey, c'est quoi tes prochains projets, que ce soit en programmation, en film, en réalisation? Eh bien, là pour l'instant, La Parole aux morts est un peu en pause parce que c'est un ensemble qui est amené à continuer tant que j'aurai envie de filmer des personnes.
c'est un petit peu en pause, ça m'anime moins. Peut-être que je prétends pas avoir compris quoi que ce soit à la mort, mais j'ai mon lot de réponses. Je crois, il y a eu 36 tournages, 30 films. Voilà, ça suffit pour l'instant. J'ai plein d'idées de programmation. Il y a eu des programmations qui sont faites à l'Institut français de Grèce. La programmation Guerre-Homme-Com a été géniale aussi pour le FIFAM. Je me concentre sur Mirage de la vie aussi, qui est mon ciné-club mensuel. Et en fait, je disais à Margot, ah non, mais j'aurais besoin d'un hebdomadaire, en fait, parce que j'ai trop de films à partager. Puis en fait, je me rends compte qu'une fois par mois, c'est déjà énormément de travail. Chercher les droits, chercher les copies, chercher une personne qui est pertinente pour accompagner la séance, parce que je tiens à inviter quelqu'un, quelqu'une à chaque fois. Et puis, en fait, depuis déjà 2 ans, je pense à faire un documentaire sonore sur ma vie sexuelle. Donc rien à voir. Euh, et je contacte voilà, des garçons avec qui j'ai eu une aventure sexuelle à un moment donné. Euh, et, euh, et pour l'instant, voilà, pour des problèmes surtout matériels et de disponibilité, ça s'est pas fait. Je prépare pour faire cette fois-ci une facture sonore, quelque chose pour faire une facture sonore de qualité et composer un ou plusieurs, on verra si ça donne peut-être des portraits, j'en sais rien, mais en tout cas très là aussi intrigué. J'ai envie de poser des questions très basiques. Je vais pas chercher quelque chose de, je sais pas comment dire, de sulfureux à travers ça, c'est pas la question, mais s'il y a des questions sulfureuses qui arrivent au cours de ce documentaire, je vais pas les exfiltrer, ça fait partie du truc, mais je me pose de réelles questions sur moi et sur les modalités de rencontres contemporaines, on va dire. Voilà. Merci beaucoup Geoffrey pour cet échange. Merci à toi, merci aux FIFAM. C'est déjà la fin de notre émission. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine.